Bonjour, bonjour. Nous allons corriger donc la partie chimie de cette épreuve de l'Université Yaoundé 1. C'est le concours de la faculté des médecines. Bon, à l'époque, en 2002, lorsque le concours a eu lieu, il y avait une seule faculté de médecine. C'est la faculté de médecine de Yaoundé. Donc voici chimie, question 51. Combien de protons, de neutrons et d'électrons y a-t-il dans l'élément iode 127? Donc, maintenant, solution. Question 51. On a l'iode I-, 127, 53. Donc ici, 127, 53, on aura par exemple 53 protons. 53 protons. Bon, on aura par exemple, ça va faire 127 moins 53, ce qui va donner 74 neutrons. Et on aura donc, il y a un électron de plus. Donc ici, il y a une charge négative, ça veut dire qu'il y a un électron de plus. Donc on va faire 53 plus 1, ça va faire 54 électrons. Bon, j'explique, en fait, je ne vais pas donner une correction, je vais expliquer pour que le maximum puisse comprendre. Donc, je vais expliquer électron. Donc, la réponse juste ici, c'est la réponse D. La réponse D qui est juste. Donc, c'est la réponse D qui est juste. On a la question 52. On a comme ça 25 QCM. On va donc vite passer sur les 25 QCM. On dit ici dans le tableau, en général, le potentiel d'ionisation des éléments diminue lorsqu'on progresse dans le tableau périodique. Bon, en fait, on a parlé de la diminution. Ça diminue lorsqu'on quitte du haut en bas et de la droite vers la gauche. Du haut en bas et de la droite vers la gauche. Donc, c'est le B qui est juste ici. Donc, la réponse, c'est le B qui est juste ici. Nous sommes à la question 52. J'ai écrit ici 53. La question 50 stations. Donc en fait, on connaît la réponse, mais il faut qu'on explique. Nous sommes à la question 53. Donc, on a MnCl2 qui va donner Mn2 plus 2 fois Cl-. Donc, ici, c'est plus 2, son nombre de stations, son degré d'oxydation. On a MnO4, O2 plutôt. Donc ici, le nombre d'oxydation du manganèse c'est X. X plus 2. 2 c'est le nombre d'atomes d'oxygène. Moins 2 pour le nombre d'oxydation d'oxygène égale à 0. La charge globale, donc ça va faire X donc égale à plus 4. Donc il s'agit donc du composé C. Ça veut dire que la réponse juste c'est toujours le B. C'est le B maintenant ici. Comme nous sommes maintenant à la question 54. La question 54. Donc je ne continue plus avec les autres parce qu'il y a trouvé la réponse qui est juste. Mais on peut aussi profiter et déterminer aussi le nombre d'oxydation des autres. Bon, pour ceux qui laissent d'abord la question 54, revenons encore. Ici maintenant on peut écrire pour l'autre MnSO4. Ça va donner Mn2 plus SO4 2-. Donc voilà par exemple, c'est plus 2 pour le nombre d'oxydation du manganèse, c'est plus 2 ici. Et ici donc maintenant, ce qu'on va faire c'est quoi? On a aussi K, MnO4, permanganate de potassium. Donc ici on suppose que c'est X, le nombre de... Donc ici ça va donner, ceci va donner, on peut dire K plus MnO4-. Donc voilà le composé qu'on a. On va prendre X comme le nombre d'oxydation du manganèse, ça va faire X plus 4 facteur de moins 2 égale à moins 1. Moins 1, c'est la charge globale de l'ion. Donc maintenant, on va tirer X égale à 7. X est donc égal à 7. Donc, vous voyez que ce qu'on cherchait, c'est l'élément, le composé dont l'élément manganèse a un nombre d'oxydation égal à 4. Donc, c'est le B qui est juste, c'est ici, dans le dioxyde de manganèse. Voilà ça, son nombre d'oxydation égal à plus 4. Donc, nous allons passer à la question 54. 54. On dit la propriété d'un liquide qui ne dépend pas des forces intermoléculaires est
Bon, la force intermoléculaire, c'est en fait une liaison entre les molécules. Et elle est souvent due beaucoup plus aux liaisons hydrogènes et aux liaisons de faible énergie, c'est-à-dire les liaisons de Van der Waals et d'autres types. Or, ici, la tension superficielle, c'est la capacité d'un corps à être étiré, donc s'il pince ou à migrer dans un tube capillaire, soit s'il pince sa surface avec une aiguille, je peux soulever la surface peut être étirée. Il peut étirer vers le haut ou bien vers le bas, ou je pique vers le bas. Et sa capacité à résister, c'est ça la force. Donc, on peut mesurer la tension de surface, la tension superficielle. En fait, on pourra mesurer. Mais allons-y, point d'ébullition. Le point d'ébullition dépend effectivement des liaisons hydrogène, tout ça. La pression de vapeur, même chose. La chaleur de vaporisation. Donc, on va prendre aucune réponse est juste. C'est le E ici qui est juste. On passe à la question 55. À la question 55, on dit un récipient est rempli de CH3, donc de méthanol gazeux, à 350 degrés, laissé pour atteindre l'équilibre CO, donnant l'équilibre CO gazeux, plus 2 fois H2 gazeux, qui donne CH3 OH gazeux. Donc, on va donc chercher la pression, on va dire à T égale à 0. On va dire que la pression ici c'est P0, ici c'est 2 fois P0, ici c'est 0. À T différent de 0, la pression est égale à P0 moins P. La pression ici est égale à 2 fois P0 moins 2 fois P. La pression ici c'est P. Donc la pression totale est donc égale à P0 égale à la pression de CO plus la pression de H2 plus la pression de CH3 OH qui est encore égal à P0 moins P plus 2 fois P0 moins 2P plus P0. Donc plus P plutôt, pas plus P0, c'est plus P. C'est plus P plutôt. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dire que la pression totale donc est égale à, ça va faire 3 fois P0, 3 fois P0 moins 2P. Moins 2P. Voilà, la pression de CH3O, on connaît. On doit donner ça dans l'exercice. On doit donner ça. Donc, vous pouvez lire vous-même l'exercice. Ça, ici, c'est 55. À l'équilibre, la pression de CH3 est égale à 1 atmosphère. CH3OH égale à 1 atmosphère. La pression totale est égale à 1,42. 1,420 atmosphères. Quelle est la pression partielle de CO? Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est que quoi? On a la pression totale. On a la pression totale. Si on a la pression donc totale, on va donc tirer par exemple ici, la pression P0 est donc égale à quoi? Égale à la pression totale plus 2 fois P sur 3. Donc ça va faire maintenant, la pression totale c'est 1,42 420 plus 2 fois 1 divisé par 3. Donc ça va faire 14 atmosphères. Et la pression qu'on cherche, c'est la pression de CO. La pression de CO, c'est encore P0 moins P. Or, P0, c'est la pression initiale. C'est qu'on vient de calculer. Ça va faire 1,14 moins 1. Ça va faire 0,14 atmosphères. Donc, la pression est égale à 1,14 atmosphères. C'est la pression de PO. 0,14 atmosphères. C'est la pression partielle de CO, 0,14 atmosphères. Nous allons donc passer immédiatement à la question suivante, question 56. Question 56. Quelle principale particule élémentaire détermine la masse d'un atome? Donc nous savons déjà, on va répondre immédiatement, c'est le proton et neutron. On sait que le nucléon est égal à proton et neutron. Proton et neutron, donc la réponse c'est le C. C'est le C qui est juste ce proton plus neutron égale à nucléon. Et les nucléons sont les particules qui se trouvent dans le noyau. Ensemble des particules. Donc la masse d'un atome est essentiellement concentrée dans son noyau. Et ce qui est à l'intérieur du noyau, c'est donc les protons et les neutrons. On va passer à la question 57. 57. Bon, à la question 57, on dit la masse moléculaire de H2SO4, acide sulfurique est de 98.
une solution de 2 fois normale de H contient donc, bon, on va calculer donc la concentration massique. Donc on sait que quoi? On sait que le composé c'est H2SO4 qui va donner normalement 2 fois H plus SO4 2 moins. La normalité ici est égale à X fois C. Or C est donc égal au nombre de moles sur le volume qui est encore égal à la masse sur la masse molaire multipliée par le volume qui est encore égal à la concentration massique fois la masse sur la masse molaire. Donc grand N est donc égal à X P sur masse molaire. Ce qui fait que P sera donc égal à N fois M divisé par X. Donc voilà la formule qu'on va appliquer, qu'on va utiliser. P ici est donc égal à 2 fois la masse molaire 98 divisé par 2. Ça fait donc 98 grammes par litre. 98 grammes par litre, ce qui est encore égal à 98 grammes par millilitre, parce que 1 millilitre, 1 litre égale à 1000 millilitres. Donc la réponse juste ici c'est le B. La réponse juste ici c'est le B. C'est le B qui est la réponse juste ici. Donc on continue. Nous sommes à la question 58. 58. À la question 58, on nous dit la masse moléculaire. On nous dit plutôt que une substance contient 46,7% d'azote et 53,3% d'oxygène. Donc on a le pourcentage d'azote égal à 46,7 et pourcentage d'oxygène égal à 53,3. Et maintenant on demande la formule empirique. Donc formule empirique. Donc ça sera une formule du genre NXO OY. Donc voilà ça. Et on aura ici le pourcentage d'azote est égal à 14x fois 100 divisé par la masse molaire du composé. Pourcentage d'oxygène est donc égal à 16 fois Y fois 100 divisé par la masse molaire. Donc si on fait donc le rapport des pourcentages d'azote divisé par le pourcentage d'oxygène, ça va donner 14x. Les 100 vont se simplifier sur 16y. On va donc tirer x sur y. Donc x sur y, ça va donner 16 fois le pourcentage d'azote divisé par 14 fois le pourcentage d'oxygène. Ça va donc donner 16 fois 46,7 divisé par 14 fois 53,3. Ceci donne quelque chose qui est sensiblement égal à 1. Sensiblement égal à 1. Et puis maintenant on va donc dire que x est donc sensiblement égal à y. Ça veut dire que la formule empirique du composé c'est NO, le tout, indice 1. Or si x est égal à 1, on a NO. Voici notre composé ici. Et la réponse juste c'est le A. C'est la réponse A qui est dans la réponse juste ici. Nous sommes à la question 59. À la question 59. Bon, et je vais vous donner des astuces ici, 59. Parce que ici, par exemple, c'est un exercice qu'on ne sait pas comment faire. Mais comment trouver un exercice donc on ne maîtrise pas la méthode de résolution. Comment on peut faire pour trouver? Comment on fait pour avoir les réponses justes? On nous dit ici, vous utilisez un calorimètre visuel et un colorimètre visuel et vous obtenez les résultats suivants. Solution étalon 25. Solution inconnue 18. La concentration étalon est de 200 mg par 100 ml.
quelle est la concentration de la solution inconnue. Donc ce que nous on va faire maintenant, c'est que quoi? C'est qu'on va prendre la solution étalon. La concentration pondérale de la solution étalon. Donc on va écrire P étalon est donc égal à 200 divisé par, ça c'est milligrammes, divisé par 100 millilitres. Ça va faire 2 milligrammes par millilitre. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va donc faire une règle, comme c'est ça, un peu comme une règle de 3. Donc on va faire P étalon sur 25 égale à P inconnu sur 18. On va donc tirer P inconnu est donc égal à 18 divisé par 25 fois P étalon. Donc ça va faire ici 18 sur 25 fois 2. Donc ça va faire 18, pense juste c'est 1,44 mg par millilitre. Donc 1,44 mg par millilitre. Ou encore 1,44, donc on peut encore convertir. Ça va faire 1,44 g par litre. Donc voilà, par exemple, ça c'est la concentration inconnue. Voilà. Donc la réponse juste ici, c'est la réponse D. C'est le D qui est juste ici. Nous passons donc à la question 60. À la question 60, on dit qu'on dilue 0,72 ml d'une solution 14 fois. Quelle est la molarité de la solution finale? Donc, ça signifie qu'au départ, nous sommes à la question 60. On a une solution S0. Voilà, donc nous allons continuer. Nous sommes à la question 60. Dans la question 60, on nous dit, on dilue, bon, on avait déjà lu, et puis maintenant on a S0 qui a pour concentration C0 égale à 14,0 mol par litre et V0 qui est égal à 72 millilitres. Et puis maintenant on veut diluer. Et quand on dilue, ça c'est N0 qui sera égal à N1. Ça c'est une dilution. Lorsqu'on dilue, c'est une dilution. Donc on a une solution S1 de concentration C1 égale V1 égale à 50 millilitres. 50 millilitres, c'est C1 qu'on cherche. Donc tout ce qu'on va faire ici, on va poser dans les conditions de la dilution. Donc on a C0, V0 égale à C1, V1. Et on va donc tirer C1. C1 est donc égal à C0, V0 sur V1. On va faire C0, c'est 14 multiplié par 0,72. Donc il y a 72 ici. 72 divisé par 50. Donc ça fait 14 sensiblement 0,2. Et on regarde dans les réponses qui sont juste ici. 0,2, c'est aucune réponse n'est juste. Donc il n'y a pas de réponse finale ici juste. Donc 0,2 mol par litre. La concentration finale. Donc la réponse ici c'est le E. Sa réponse E. On a dans la question 61. Et voilà donc maintenant, nous sommes à la question 61. On dit la réduction de 9,552 grammes de CuO donne 7,632 grammes de Cu. Le poids moléculaire de Cu est donc, il faut calculer la masse moléculaire de Cu. Même si on connaît, on va donc établir ensemble. On a CuO qui donne, on va dire Cu plus 1,5 de O2. Donc on va dire que la quantité de matière de CuO est égale à la quantité de matière de Cu. Et maintenant on sait que ici ça équivaut à dire que la masse de CuO
sur la masse molaire de CuO est donc égal à la masse de Cu sur la masse molaire de Cu. Ce qui équivaut à dire que ici, on va dire que la masse molaire de... On va donc faire la somme ici, ça va faire la masse de CuO sur la masse molaire de Cu plus la masse molaire de O est donc égal à la masse molaire de Cu sur la masse de Cu sur la masse molaire de Cu. On peut faire produit des moyens égale produit extrême, ça va équivalent à dire que la masse de CuO multiplié par la masse molaire de Cu est donc égal à la masse de Cu fois la masse molaire de Cu plus la masse de Cu fois la masse molaire de O. On va donc tirer ici, on va mettre la masse molaire de Cu en facteur 2. Ça va faire la masse de CuO moins la masse de Cu égale à la masse de Cu fois la masse molaire de O. Donc on aura ici la masse molaire de Cu est donc égale à la masse de Cu fois la masse molaire de O divisé par la masse de CuO moins la masse de Cu. Oui, donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, la masse de Cu ici, on a donné 63,2. 7,632 multiplié par 16 divisé par 7,632. Ici, c'est 9,55,2. Donc, on a donc la masse molaire de Cu qui va être 3,6 grammes par mol. Donc, voilà le poids moléculaire. Et ici, la réponse juste, c'est la réponse B. Donc, c'est la réponse B qui est la réponse juste ici. Donc, ce que nous on va faire maintenant, on va répondre à la question 62. Nous sommes à la question 62. On dit le pH d'une solution diminue, d'une solution obtenue après avoir mélangé 280 ml de 3 fois. Donc, on a donc ici, on a H2SO4. On va appeler ça la solution 1. C'est-à-dire la concentration c'est C1 et le volume ça c'est CA1. Le volume c'est VA1. Donc la concentration c'est 3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Le volume c'est 280 ml. Plus donc maintenant on a fait l'addition avec une solution de HCl. Donc c'est le mélange de deux acides forts, d'un diacide fort avec monoacide fort. Et puis maintenant ici on aura CA2 dont la concentration c'est 6,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre et VA2 égale à 220 ml. 220 ml. Et maintenant on me demande le pH. pH de la solution. Donc dans un premier temps on va poser les équations. On va d'abord écrire les équations des réactions. Ici on aura H2SO4 plus 2 fois H2O qui va donner 2 fois H3 plus SO4 2 moins. Et on a HCl plus H2O qui donne H3 plus Cl moins. Et puis maintenant on a 2 fois H2O qui donne H3 plus OH moins. Donc on va écrire l'équation de la conservation de la matière. Conservation de la matière. On aura, n'oublions pas, on effectue ici un mélange. Il faut tenir compte du volume total. Conservation de la matière. Conservation de Cl- est égal à quoi? C'est égal à Cl- se trouve dans la deuxième solution. C'est-à-dire c'est C2V2, CA2, VA2 divisé par VA1 plus VA2 plus VA2. Concentration de SO4 2 moins égale à CA1 VA1 sur VA1 plus VA2. Donc voilà par exemple, ça c'est la conservation de la matière.
électroneutralité de la solution. Électroneutralité de la solution. On aura donc maintenant concentration de Cl- plus 2 fois la concentration de SO4 2- plus concentration de OH- égale à la concentration de H3+. Donc voilà ce qu'on a en fait en ce qui concerne les ions. Donc maintenant ce que nous on va faire c'est quoi? C'est qu'on va poser l'équation de la conservation de la matière. Donc déjà on va faire des simplifications de l'approximation. La solution, donc la solution, c'est-à-dire le mélange est acide. On dit que la concentration de OH- sera négligeable devant la concentration de H3+. Donc l'équation d'électroneutralité devient, on aura simplement Cl- plus 2 fois concentration de SO4 2- égale à la concentration de H3+. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce qu'on va faire c'est quoi? On va donc maintenant remplacer chacun par sa valeur. Ici c'est ça donné CA2, VA2 sur VA1 plus VA2 plus maintenant 2 fois CA1 VA1 sur VA1 plus VA2. Ceci est égal à la concentration de H3+. Donc, en fait, on peut faire l'application numérique donc directement parce que la concentration de H3+ devient donc égale à CA2 VA2 plus 2 fois CA1 VA1, le tout divisé par VA1 plus VA2. Donc voilà ce qu'on trouve ici. Voilà ce qu'on trouve. Et maintenant, application numérique. On a donc concentration de H3+ égale à CA1. Donc CA1. Bon. Donc CA1, CA2, c'est 6,4 fois 10 puissance moins 2 fois 220. Je ne convertis pas. Plus 2 fois CA1 fois 3 fois 10 puissance moins 3 fois 280. Le tout sur 220 plus 280. 220 plus 280. 220 plus 280. Donc voilà ce que j'ai. Oui. Donc nous sommes à la question 65. On dit quel temps nécessaire, quel est le temps nécessaire pour que 99,9% d'atomes d'un composé radioactif soient désintégrés, sachant que sa demi-vie est de 5 minutes. Donc nous allons chercher le temps. Nous sommes à la question 65. Donc le temps est égal à quoi? On sait que N, ça c'est le nombre d'atomes qui reste, est égal à N0, c'est-à-dire le nombre d'atomes initial moins lambda T. Or, on sait que lambda est égal à ln de 2 sur grand T, la période. On va faire N0 exponentielle de moins T, ln de 2 sur grand T, la période. Donc, or, on sait que le nombre d'atomes qui est au départ initial est égal au nombre d'atomes qui reste plus le nombre d'atomes qui s'est désintégré. Ce qui fait que le nombre d'atomes qui s'est désintégré est égal donc au nombre d'atomes qui avait au départ moins le nombre d'atomes qui reste. Or, le nombre d'atomes qui reste est égal à N0 exponentielle de moins T, ln de 2 sur T, la période. Donc, on va donc avoir le nombre d'atomes qui s'est désintégré égal donc à N0 facteur de 1 moins exponentielle de moins T, ln de 2 sur grand T, qui est encore égal à, on a dit que 99,9%, 99,9 sur 100 de N0, on va donc tirer, les N0 vont se simplifier, ça va donc rester 1 moins exponentielle de moins T, ln de 2 sur T est donc égal à 0,999. On va donc faire, ça va donner exponentielle de moins T, ln de 2 sur T
est donc égal à 1 moins 0,999. Ça va faire 0,001 qui est égal à 10 puissance moins 3. Donc on va appliquer ln de t. On va appliquer ln ici. Avec la fonction ln, ça va donner moins t. Ln de 2 sur t égale à ln de 10 puissance moins 3. On va donc tirer t. T est donc égal à moins grand t. Ln de 10 puissance moins 3 sur ln de 2. Donc voilà ce qu'on a. Petit t. Application numérique. T est donc égal à t, 5 jours. On a donné, je crois, nous sommes à la question 66, 65, oui 65, c'est 5 minutes. Donc ça va faire 5, la période c'est 5 minutes. ln de 10 puissance moins 3 divisé par ln de 2. On va donner 50. Donc ça fait 50 minutes. Donc voilà la réponse. On trouvait 50 minutes. Donc la réponse juste ici c'est 50 minutes pour le 65. La réponse juste c'est le D. C'est le D. C'est le D. Donc nous allons maintenant continuer avec la question 66. Question 66. 66. On a la question 66. À la question 66, on nous dit que l'isotope d'uranium 238 a pour nombre atomique 92. À travers l'émission des rayons alpha, l'uranium est transformé en thorium qui a pour nombre atomique 90. Quelle masse atomique relative de thorium à partir de l'uranium 238? Donc on a eu 238 92 qui va donner 4,2 He hélium plus donc maintenant 234 90 TO, le thorium. Donc voilà ce qu'on aura. Ça veut dire que le nombre de masse c'est 234. 234, c'est le C qui est juste ici. C'est le C qui est juste ici. C'est 234. Ça c'est la question 66. Maintenant, question 67. Question 67. On nous dit ici que si l'on considère qu'il y a 20 000 atomes dans un élément radioactif, sa demi-vie est de 5 jours. Combien d'atomes restent inchangés après 15 jours? Nous allons écrire cette formule-ci. On a ici, c'est le nombre d'atomes. On cherche n après 15 jours. Donc n est égal à quoi? On a n est égal à n0 exponentielle de moins lambda t. Ça c'est une première formule qui est encore égale à n0 exponentielle de moins t ln de 2 sur grand t. Voilà. Donc on peut prendre ça, on met en puissance ici, ça va faire n0 exponentielle de ln de 2 facteur de petit t de donc de moins t petit t sur grand t à la puissance moins 1. Donc ça va faire donc ici n sera donc égal à n0 sur 2 à la puissance petit t sur grand t qui est encore égal à 20 000 divisé par 2 à la puissance 15 sur 5. Ça va faire 20 000 divisé par 2 à la puissance 3. Ça va faire 20 000 sur 8. 20 000 divisé par 8. Ça va faire 2500. 2500 atomes. Donc 2500 atomes. Ici, c'est la réponse C qui est la réponse juste. C'est le C. Nous sommes à la question maintenant 69. 69. Question 68 plutôt.
68. Plutôt, on n'a pas encore répondu à la question 68. En supposant que la concentration des ions H+, dans l'eau soit ramenée à 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, concentration de H+, égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. Et on dit maintenant d'un acide. Quelle serait la concentration des ions OH-? Utiliser le produit unique de l'eau. Donc, on va dire que KE, que concentration de H3 plus fois concentration de OH- égale à 10 puissance moins 14, qui est égal encore à KE à 25 degrés. 25 degrés Celsius. Donc, on va tirer la concentration de OH-, qui est égal à 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 3, qui va donner 10 puissance moins 11 mol par litre. Donc 10 puissance moins 11 mol par litre. La réponse juste, c'est le A. C'est le A qui est juste ici. 69 maintenant. Question 69. À la question 69, on dit que si nous mélangeons 20 g d'acide sulfurique et 980 g d'eau, quel pourcentage d'acide sulfurique? Donc on va calculer le pourcentage d'acide sulfurique, pourcentage massique de H2SO4. Ça va faire la masse de H2SO4 fois 100 divisé par la masse de H2O plus la masse de H2SO4. Donc ça va faire 20 fois 100 divisé par 980 plus 20, ça va faire 1000, ça va faire 2%. Donc le pourcentage est égal à 2%. 2% c'est B. La réponse juste c'est B. 2%. Maintenant, 70. À la question 70, on dit quand un neutron est transformé en proton accompagné d'une radiation bêta ou gamma, quel est le changement qui apparaît dans la masse atomique relative? Donc nous allons écrire, si un neutron, le neutron, son nombre de masse c'est 1, son nombre de charge c'est 0. Donc s'il donne une particule bêta, la particule bêta, son nombre de masse c'est 0. Donc on a bêta, ça peut être, et la charge ça peut être plus ou moins 1 ici. Donc vous voyez que son nombre de masse diminue de 1. Donc reprenons la question. Quand un neutron est transformé en proton, donc ici là c'est plus maintenant proton, 1. Voilà. Donc ça veut dire que ici c'est moins 1. C'est moins 1 ici. Proton est transformé en proton. Quand un neutron est transformé en proton accompagné d'une particule bêta, quel est le changement qui apparaît dans la masse atomique relative? La masse atomique relative, réduction de 1, réduction de 2, réduction de... Aucun changement. Oui, il n'y a aucun changement parce que le neutron, on a ici le neutron, c'est nombre de masse 1, proton, nombre de masse 1. Donc il n'y a aucun changement. Aucun changement, c'est le E. C'est E qui est juste 71. Donc maintenant, question 71. En supposant que la concentration des ions OH- dans l'eau est de 10 puissance moins 4, donc concentration de OH- égale à 10 puissance moins 4 mol par litre. Et on demande la concentration donc de H3+, de H+. Concentration de H+, est donc égale à 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 4. Ça va faire 10 puissance moins 10 mol par litre. Donc la concentration de H+, est donc égale à 10 puissance moins 10. La réponse juste ici, c'est la réponse C. Maintenant 72. 72. On dit, la question 72, combien de grammes d'acide nitrique
peuvent être neutralisés par 2 moles d'hydroxyde de sodium. Donc, combien de grammes d'acide? Donc, ici, on a le nombre de moles N de H2, HNO4O3 égale à 2. Ce qui équivaut à dire que la masse de HNO3 sur la masse molaire de HNO3 égale à 2. Donc ça veut dire que la masse de HNO3 est égale à 2 fois la masse molaire de HNO3. Donc je dis bien que la masse de HNO3 égale à 2 fois la masse molaire de HNO3, de l'acide nitrique. On fait donc 2 fois 1 plus 14 plus 16 fois 3. Donc ça va faire 15, 16 fois 3 égale plus 15 égale 8 fois 2 égale 126. Donc ça va faire la masse est donc égale à 126 grammes. Donc il y a 126 grammes au total. La réponse juste ici c'est 126 grammes, c'est le C. C'est le C qui est juste. Question 73. 73. On dit choisir parmi les mélanges de sel suivants celui qui en solution aqueuse est alcalin. Oui. Donc celui qui en solution aqueuse est alcalin. Alcalin signifie basique. Donc si on prend ceci, ça c'est une base très faible. Donc on ne peut pas considérer ça, on va laisser. Si on vient prendre ceci, ça c'est le chlorure d'ammonium, c'est acide. On ne peut pas prendre donc le groupe C. Ici là maintenant on peut prendre ce groupe. On ne peut pas prendre le groupe C parce que l'acide c'est celui-ci. Il y a le NH celui-ci. Celui-ci et en même temps un acide et une base. On ne peut pas prendre le groupe C. La réponse juste ici c'est le D. On va prendre le D ici. Ça c'est le carbonate, c'est une dibase faible. Ça c'est une base faible. Ici là c'est l'acétate de potassium. Ici là c'est le cyanate de sodium, c'est une base faible. Donc la réponse juste c'est le D ici. Donc, nous sommes à la question 73. Donc c'est le D. Et puis maintenant, nous sommes maintenant 74. À la question 74, on dit quel est le composé formé par l'hydrogénation de l'éthylène. Oui, déterminer sa masse moléculaire. Donc l'hydrogénation de l'éthylène, voici l'éthylène ici. CH2, double liaison CH2, plus H2 en présence de nickel ou du platine ou du palladium va donner CH3, CH3. Donc la masse molaire du composé, c'est ça, c'est l'éthane. Sa masse molaire est égale à, ça va faire 15, ça fait 30 grammes par mol. Donc c'est 30. Donc, la réponse juste ici, c'est le C. La réponse juste ici, c'est le C. C'est le C. C'est ça qui est 30. Ça, c'est la réponse 74. 74. C'était la question 74. Donc, 74 ici. Donc, maintenant, à la question 75. La question 75, on dit, on vous donne 2 flacons non identifiés contenant l'un l'acétylène et l'autre l'éthylène. L'acétylène, c'est l'éthine et l'autre, c'est l'éthène. Donc, l'acétylène, c'est ça ici. Voici l'acétylène ici. Nous sommes à la question 75. L'acétylène, c'est ça ici. H, C triple liaison, C, H. Ça, c'est acétylène. Et l'éthylène, c'est CH2, double liaison CH2. Éthylène. Donc, voilà l'acétylène, voilà l'éthylène. Donc, maintenant, on nous pose la question, comment est-ce qu'on peut les identifier?
Bon, si on utilise le dibrome peut, en présence de C, bon, il y a l'eau de brome qu'on utilise souvent. Et l'eau de brome a tendance souvent à réagir sur la double liaison en utilisant par exemple si l'eau de brome, en utilisant la double liaison est décolorée par l'eau de brome. Mais attention, on va voir ça dans une autre vidéo. Je suis Job Kamden du groupe de répétition Nabla. Nous allons vous donner la solution à ça dans une autre vidéo. Merci.